Pardon, j'ai mis un peu de retard, mais c'est aussi bien qu'on n'ait pas eu l'enregistrement des chants. Ça démarre maintenant. Merci pour cette explication. Alors, peut-être la première question, peut-être Antoine, tu peux embrayer, c'est au fond, de quoi on va parler ce soir? Quelle est la définition des corps subtils? Selon vos différentes expertises, comment vous pouvez nous permettre de saisir cette matière-là, subtile? Donc, peut-être tu peux commencer, Antoine. D'accord. Alors, je dirais que les corps subtils, c'est le vivant. C'est à la fois l'humain, mais c'est les plantes, ce sont les animaux. Dans ces corps subtils, il y a tout un tas de niveaux d'information. Entre autres, les corps subtils contiennent des mémoires de nos vies passées et de nos vies futures. Voilà. Le travail de guérison, en ce qui concerne la pratique, consiste à nettoyer ces corps subtils et les rééquilibrer. Évidemment, ça va avoir un impact sur le corps physique, mais l'idée déjà de travailler sur les corps subtils pour les alléger. Voilà. Ok. Qui veut prendre la suite? Brigitte. Bon, alors allons-y. Alors moi, je vais vous parler d'une façon plus théorique de ce que sont les corps subtils dans la pensée indienne. Et c'est sans doute, enfin en tout cas, le terme de corps subtil, même si c'est une traduction, vient des explorations de l'Inde ancienne. Et il faut partir de la création du monde. Alors le monde repose sur un absolu, qui est le divin absolu, mais qui n'est aucunement définissable et dont émane la création. Mais dans cette création, et on est dans un système de transcendance, c'est-à-dire que la création ne se confond pas avec le créateur. La création est porteuse de ce qu'on appelle l'Atman, qui est, alors, on peut dire le moi, l'âme, et qui est en fait une espèce de parcelle de ce Brahman supérieur. Mais cet Atman est trop différent, trop hétérogène par rapport à la matière du monde, et donc il a besoin d'enveloppes pour se loger au cœur du cœur. Il est gros comme un grain de riz, disaient les Indiens, et il est enrobé d'enveloppes qui sont des interfaces entre le monde et le divin que nous portons en nous. Et chacune de ces enveloppes, et là je rejoins ce que disait Antoine, chacune de ces enveloppes correspond à un niveau. Il y a le physique, il y a l'émotionnel, il y a le sensoriel, il y a l'intellectuel, il y a l'affectif, etc. Et ces enveloppes capitalisent à la fois ce qui s'est passé dans des vies précédentes et ce qui se passe dans nos vies d'aujourd'hui et dans notre vie d'aujourd'hui. Et c'est par ce biais-là que se joue le processus de la réincarnation du fameux karma, puisque la vie que l'on vit aujourd'hui est infléchie d'une certaine façon par ce qui s'est passé précédemment, mais en même temps, le travail va être de nettoyer, et on revient au même terme, ce passé pour pouvoir accéder à l'Atman pur qui est le divin. Bon, est-ce que ça va? Bon, c'est très théorique. Hein, oui, mais c'est bien, voilà, c'est un premier rebond, absolument, absolument, c'est un premier rebond. Super. Je prends la suite du coup. Ouais. Tu vas partir du grain de riz? Tu veux que je parte du grain de riz? Non, vas-y. Non, du coup, alors, moi, je rebondirais sur ce qui a été dit de la part d'Antoine et de Brigitte, mais avec une sorte de classification, parce que j'ai une déviance personnelle, c'est d'aimer beaucoup classer les choses. Surtout qu'en Inde, on a des écoles de pensée assez différentes qui vont utiliser des vocabulaires assez différents. Et moi, quand c'est pas cohérent, je m'y perds. Donc, j'ai besoin de faire des tableaux et des classements et voir si c'est concordant et si c'est cohérent. Et quand ça l'est, ça me va.
Donc, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran, du coup, pour que je vous montre ce tableau. Alors, je vais le mettre au fur et à mesure quand même. Si tu peux le mettre en grand écran, c'est super. Voilà, génial. Voilà. Donc, en fait, comme je disais, il y a plusieurs écoles de pensée en Inde. En fait, bon, je ne sais pas, je ne connais pas trop les autres civilisations, mais je me suis plus penchée sur la civilisation indienne. Donc, on peut quand même considérer que c'est une des plus anciennes représentations des corps subtils ou des évocations des corps subtils. Ça remonte à plusieurs millénaires. Et c'est fait par des sages qui ont exploré ces questions-là de manière personnelle avec une introspection et des expériences et puis de la réflexion. Donc, ce que je vous montre à gauche, c'est issu du Samkhya Karika, qui est un ouvrage donc, qui a plus de 2000 ans et qui est à la base aussi du yoga. Donc, en général, quand les gens font du yoga, ils connaissent le Samkhya puisque c'est le pendant un peu philosophique ou métaphysique qui va avec le yoga. Et donc, on retrouve, comme l'a évoqué Brigitte, l'Atman, qui est la conscience cosmique. Et après, donc, une déclinaison qui descend en fait vers des niveaux plus grossiers. C'est pour ça que j'ai mis cette flèche à droite, qui représente une gradation du subtil et du plus grossier, alors, ou plus dense. Je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais c'est une question de densification quand même de la conscience vers la matière. Donc, plus on est en haut, plus on est subtil, et plus on est moins dense, et moins enfermé aussi, parce qu'il y a cette idée aussi d'enfermement dans la matière, c'est plus condensé. Et donc, vers le bas, on a les 5 éléments grossiers qui composent la matière qu'on voit. Et ça s'échelonne avec, vers le haut, comme l'évoquait Brigitte et aussi Antoine, ces corps de pensée, chitta, d'individualité, conscience d'exister en tant qu'individu. Le mahat aussi, qui est le témoin, celui qui s'observe, qui voit ce jeu. Et puis, on peut monter aussi vers la conscience pure individuelle, qui est le reflet de l'Atman. Et c'est cette conscience-là, Jivatman, qui migrerait d'une existence à une autre, donc qui contiendrait les traces de nos existences passées. Et on peut aussi avoir un équivalent en français, mais c'est vrai que finalement, en Occident, on a peu de références au corps subtil. En plus, je ne connais pas bien, moi, cette branche-là, mais j'essaie de trouver des correspondances avec le vocabulaire français, mais qui est plus pauvre du coup. Alors, je ne sais pas si Atman, on peut l'appeler Dieu, il faudrait mettre un grand point d'interrogation. En tout cas, c'est cette idée d'âme ou de conscience universelle. Je n'ai pas trouvé d'équivalent pour Bouddhi. L'âme, ça serait peut-être l'équivalent de Jivatman. L'esprit, l'équivalent de Mahat. L'individualité, la psyché, mais toujours là, en fait, on a un équivalent qui n'est pas parfait. Chitta, ça serait mental et les émotions. Puis après, pour le corps humain et la matière, on a... D'ailleurs, le corps humain devrait descendre jusqu'à la matière. Et puis, désolée, j'ai un peu mal à la gorge, je bois. On a une autre école de pensée qui est du coup issue plutôt du Vedanta et des Upanishads, qui sont les premiers à évoquer les enveloppes, qu'on appelle les koshas, donc les différents corps. Et donc, on a les couches aussi, qui sont un peu plus grossières, donc Stula Sharira, le corps physique. On a le corps subtil et Sukshma, ça veut dire subtil, qui contient les couches, alors, pareil en français, on va dire astral ou pranique. Pranique, c'est en référence au prana, c'est-à-dire le souffle vital. Ensuite, on a la couche astrale, qui est plutôt celle des pensées aussi, puisque c'est la même, on voit que c'est Manomana Kosha, la couche mentale. Et on a l'enveloppe causale, qui est dans la couche spirituelle et causale. Et donc causale parce qu'on a aussi cette idée de causalité et du coup de réincarnation, ou en tout cas de traces des vies passées. Et après, on monte vers le corps de joie, Anandamaya Kosha. Voilà. Et du coup, alors pour avoir un équivalent un peu de ce qu'on peut trouver dans des branches un peu plus ésotériques occidentales, par exemple, je cherche le nom, mais la théosophie, par exemple, qui s'est inspirée beaucoup de la pensée indienne, on peut avoir ce genre de représentation par couche.
Du coup, moi, c'est une question que j'aimerais, par exemple, poser à Antoine sur voilà, ces corps-là, moi, que j'ai un peu analysé en tableau. Est-ce que en fait, c'est des couches qui se superposent ou qui s'entremêlent ou voilà, comment c'est perçu tout ça? Alors, je dirais à la fois, elles se superposent et elles s'entremêlent. Elles sont très liées. Et c'est mouvant en fonction de nos états de conscience, oui, de nos états de conscience. Ces couches peuvent évoluer. Donc, s'interpénétrer, voilà, s'interpénétrer, C'est dur de les représenter du coup. absolument. C'est-à-dire qu'on prend le parti pris de les figurer en couleur, en sachant qu'on fait une représentation dans l'espace qui ne correspond pas en fait à la réalité, qui est impossible à représenter. Alors oui, peut-être, oui, c'est vrai. Et en même temps, Brigitte, je ne suis pas la seule, mais je pense qu'on est un certain nombre à avoir eu des expériences de visualisation de l'aura en couleurs, avec différentes couleurs. Et c'est vrai que ça, c'était en dehors du corps. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, c'est le débat qu'on avait eu ensemble. C'est probablement dans une notion de dimension qui est au-delà de notre dimension classique. Mais c'est aussi à l'extérieur. Oui, oui. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que par contre, le corps éthérique qui vibre à une vingtaine de centimètres du corps physique, plus on est en forme, plus ce corps éthérique est expansé. Si on fait un soin sur une personne en phase terminale, on va se rendre compte que son corps éthérique est tout près du corps, parce qu'effectivement, le corps éthérique, avec un tout petit peu d'expérience, on arrive à le palper. On descend la main près du corps physique, et puis à un moment, on va sentir une petite résistance, et voilà, et ça, c'est le corps éthérique. Voilà, je referme la parenthèse. Est-ce que j'arrête de partager mon écran? Non, reste encore un petit peu si tu veux bien, Sabine. Merci hein, pour ce tableau. Et alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, c'est le moment d'aller sur le fil et de poser vos questions. Moi, j'ai envie de... J'ai deux rebonds. Tu parles de corps subtil, on a déjà échangé sur ce sujet, mais c'est peut-être pour des gens qui nous écoutent. Tu parles de corps subtil à partir d'un certain niveau. Or, les éléments subtils comme les odeurs et tout un tas d'outils de sensorialité, les odeurs, les saveurs sont présentes sur ces plans-là. Quand on fait un soin énergétique, on peut sentir des odeurs particulières qui sont des traces mémorielles du passé, d'un passé traumatique, par exemple, ou avoir des goûts dans la bouche qui sont là aussi. Il y a des expériences du patient. Donc, on est bien d'accord que tous ces plans-là se retrouvent, y compris les animaux, enfin tu disais les animaux, les plantes, se retrouvent dans les corps subtils. Sabine, question pour toi. Alors, j'ai plus de voix, désolée, mais du coup, j'ai toussé et j'ai pas entendu ta question. Est-ce que tu peux juste la Oui, reformuler? quand tu mets que les éléments, les sons, les odeurs sont dans le corps physique, dans la matière, dans le corps humain, et puis que tu montes après, tu vois, sur le corps subtil, tu commences avec le pranique et l'astral, je voulais bien m'assurer que pour notre compréhension à tous, que tout ce qui est de l'ordre de la matière est aussi disponible sur le plan subtil. On est d'accord? Alors, c'est un vrai débat au sein des écoles indiennes, en fait, sur est-ce que la conscience est présente dans la matière ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Et en fait, a priori, en tout cas dans le tantrisme notamment, il y a vraiment cette revendication que la conscience est totalement présente dans la matière et qu'il n'y a pas d'opposition entre le monde matériel et le monde de la conscience. Au contraire, l'idée, c'est d'aller trouver la conscience au sein de la Oui, matière. mais la conscience est présente, mais elle est complètement occultée et entravée par la pesanteur de la matière. C'est ça, elle est emprisonnée en fait. C'est pour ça que cette question de densité, c'est une idée d'emprisonnement, comme si la conscience était renfermée. Comme disait Brigitte, en fait, peut-être qu'elle est sous forme d'un grain de riz et qu'il y a des couches qui l'enferment.
Et ces couches sont les corps subtils qui permettent justement qui font une transition entre la matière la plus lourde et l'élément le plus immatériel qui est la conscience, l'Atman. Et tout l'enjeu, ça va être de pouvoir parcourir ces couches pour justement libérer la conscience. C'est ce que disait Antoine tout à l'heure. Et il y a des passages secrets pour entrer dans ces couches les unes après les autres, et ces passages sont les chakras. Voilà, merci Brigitte. Génial. Alors, les chakras, c'est des passages subtils, c'est des portes invisibles, c'est quoi? Alors, qui commence? Vas-y Brigitte, c'est le temps que je récupère ma voix. Oui, les chakras sont considérés comme à la fois des témoins. Alors, les chakras correspondent aux différents corps subtils, mais ils sont des portes d'entrée justement dans ce corps subtil. Mais si le fonctionnement du chakra est, comme on pourrait dire, défectueux, ce qui n'est pas exactement le cas, est entravé par quelque chose, l'accès au corps subtil et au nettoyage, que ce soit un nettoyage de conscience ou un nettoyage par les soins, je pense qu'Antoine en sera d'accord, est entravé. Le chakra, c'est une roue, c'est le sens même de chakra, et c'est une roue, et cette roue, si on met des grains de sable dans un roulement à billes, ça ne marche plus. Et grosso modo, c'est exactement ça le principe du chakra. Il faut enlever les grains de sable. Sabine, d'accord ou pas? Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, sur le schéma, là, on peut voir qu'il y a les différents chakras qui sont représentés. Et alors, selon les traditions, il y en a plus ou moins. On connaît les 7 chakras, mais il y a des traditions qui en comptent plus. Et notamment, on voit qu'il y en a qui peuvent être situés au-dessus, justement, au-dessus du corps physique. Mais effectivement, je pense qu'Antoine est quand même peut-être mieux placé parce que dans son expérience, il a pu les sentir. Alors moi, en pratiquant le yoga, c'est quelque chose que j'ai découvert. En fait, à l'origine, c'était théorique pour moi, les chakras. Et puis effectivement, au fur et à mesure, j'ai fini par sentir qu'il y avait ces lieux du corps, ces portes d'entrée, et qu'il y avait une ouverture vers l'aspect énergétique. Alors, je vais juste faire une parenthèse parce que du coup, il peut y avoir un débat sur le côté énergétique, parce que souvent avec les chakras, on va parler d'énergie qui circule pas. Et du coup, on n'a pas parlé du corps énergétique. Donc je me dis, il est où celui-là? Je pense, moi, je le mettrais du coup avec le corps éthérique ou le corps pranique. Absolument, je suis d'accord. Antoine, mais du coup, si on assimile le corps énergétique, bon, ça va. Et du coup, si on le met là, ça veut dire que les autres corps n'ont pas de chakras. Est-ce que les chakras sont exclusivement liés au corps éthérique? Comme on voit sur le schéma que du coup, il y en a d'autres liés aux autres corps, comment on peut résoudre ce paradoxe? Ils sont liés au corps éthérique et au corps physique, les chakras. Ils ne sont pas reliés aux autres corps. Le corps mental, le corps causal n'ont pas de chakras. ouais. Alors, ça peut avoir une incidence sur le fonctionnement des autres corps subtils. C'est-à-dire que si les chakras sont très paresseux, effectivement, ils vont difficilement alimenter en énergie le corps physique, le corps éthérique, mais comme on avait dit précédemment lors d'une réunion préparatoire, quand on travaille en énergétique, on va travailler aussi un peu comme en médecine chinoise, à titre préventif. On va faire du préventif en travaillant sur le corps éthérique, en nettoyant les vieilles mémoires, les pollutions, les scories qui peuvent un peu nous empoisonner. Donc, effectivement, d'avoir des chakras qui fonctionnent bien, c'est bénéfique pour le corps physique et pour le corps éthérique, pour l'âme, pour la conscience. Il existe certains tableaux où on peut voir des correspondances entre les chakras et les différents corps. Là, je ne l'ai pas mis, mais je pourrais rajouter une colonne à droite avec Muladhara Chakra qui va être lié à Anamaya Kosha, la première couche. Et puis, plus on monte dans les chakras du haut. Donc, voilà, je ne sais pas si cette représentation est fiable ou pas, parce que du coup, d'après ce que dit Antoine, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, moi, j'ai une expérience qui est tout à fait modeste, qui était essentiellement liée à mes expériences.
Tout au long de mon parcours, je n'ai pas voulu lire trop d'ouvrages concernant toutes ces pratiques, car je ne voulais pas être influencé et je me suis forgé mes propres outils, ma propre expérience, comme un bon petit soldat solitaire. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en face l'expérience et la théorie, du coup. Bien sûr, bien sûr. Alors, il nous manque peut-être, et je sais qu'il y a des personnes ce soir qui pourraient avoir des choses à nous dire sur ce sujet-là. Il nous manque la mystique occidentale, il nous manque la mystique chrétienne et juive. Et du coup, ça me donne envie, parce que là, vous avez parlé de corps énergétique, vous avez parlé de chakra, on a tourné autour de la notion de vibration. Et peut-être qu'on peut maintenant aborder cette deuxième réflexion qui est, mais je vais quand même revenir en arrière juste une seconde. En regardant ton tableau, je trouve qu'on est éclairé sur ce grand débat. De quelle nature est la conscience? Quand on voit ton tableau, on voit que pour certaines philosophies, certaines traditions et certaines médecines même, cette question de la nature de la conscience, est-ce qu'elle est purement matérielle ou pas, c'est une question qui n'a presque pas de raison d'être, puisqu'il y a une sorte de continuité avec des plans qui sont interdépendants, interreliés, et que la conscience n'est pas que liée à l'activité du corps physique, puisque dans la conscience technique, on est tout à fait ailleurs. Donc ça, je trouve que ton tableau est très intéressant pour ça, parce qu'il peut venir nourrir voilà, une question qui est une question d'actualité quand même. Maintenant, je voudrais quand même faire ma parenthèse et revenir à cette question de chakra encrassé, faire circuler l'énergie, donc vibration, son. Est-ce qu'on peut en venir à l'origine, Brigitte, et vous entendre nous dire du côté de l'Inde, peut-être de Sri Aurobindo, enfin, vous avez des choses, je crois, passionnantes à partager avec nous. Alors oui, mais comment dire, l'une des hypothèses de la création du monde, décidément, je suis spécialiste de la cosmogonie, l'une des hypothèses de la création du monde, c'est que l'absolu est là, il doit se manifester. Et l'une des hypothèses, c'est que le fameux Om qui précède et termine toute récitation sacrée en Inde a été déroulé par des rishis. Alors des rishis sont des voyants, mais des voyants qui entendent. Et il a été déroulé et c'est le monde, c'est le déroulement de cette vibration depuis l'absolu, et en bout de course, il y a la Terre, notre monde. Et donc, tout est vibration. Et la vibration, effectivement, alors là, Sabine, l'ingénieure, va sûrement chicaner, mais tant pis, j'y vais avec mes théories indiennes. La vibration qui arrive toujours en bout de course, le son est abattardi. Et donc, une des façons de remonter à l'absolu va être de réciter, et là on rejoint les chants, un peu les chants Icarios d'Antoine, va être de réciter ce Om qui va redonner une forme d'élan pour rejoindre le Om primordial. Alors après, pour Sri Aurobindo, enfin, et pour les Japa, on en parlera à un autre moment, je pense que sinon on va tout mélanger. Bien, madame. Enfin, si vous voulez montrer le contraire, Antoine, un rebond d'Antoine. Vibration, son, guérison. Alors bien évidemment, tout est vibratoire. La vibration, c'est comme une langue que tout le monde pourrait comprendre, que personne ne parle, mais que tout le monde peut comprendre. Je vais prendre un exemple. Quand on est dans la forêt amazonienne et qu'on se connecte aux arbres, aux plantes, à tout ce qui est vivant, c'est comme une espèce de magnifique bibliothèque, une magnifique armoire à pharmacie. Mais on n'a pas besoin de connaître ces langues pour pouvoir lire la notice, car tout est vibratoire. C'est comme quand on communique avec des animaux,
C'est pas parce qu'on appelle son chat, viens mon petit chat. Non, le chat, il ne va pas comprendre ce que vous lui dites. Il va comprendre la vibration que vous émettez pour communiquer avec lui. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être un peu dérapé. Non, pas du tout, non, pas du tout, pas du tout. Donc, la vibration, elle est primordiale. Je crois que dans la tradition hébraïque, on utilise une phrase, je crois qu'on dit Adam Kadmon, et on prononce dans des prières ces deux mots pour réinitialiser la vibration originelle. Alors, on a peut-être des experts. C'est pour ça que ça me parle avec le home. Oui, avec le home. Oui, alors, si quelqu'un peut répondre. Et puis, dans les chants orthodoxes aussi, enfin, on voit bien que l'importance de la vibration pour créer un champ unifié de conscience dans les moments de cérémonie sacrée. Donc, on est là au cœur de quelque chose, je crois, d'important, que d'ailleurs, si on avait des physiciens, ils pourraient nous en parler. Sabine. Ah, on ne t'entend pas. Là, c'est l'extinction de voix ou Pas. J'avais éteint mon micro, pardon. J'avais éteint mon micro. Oui, je disais avant d'être anthropologue, j'étais physicienne et du coup, j'ai tendance à faire référence effectivement à cette correspondance possible avec la physique. Et moi, dans la vibration, je perçois vraiment une correspondance sur la notion de corps subtil avec cette idée de densification dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des vibrations plus subtiles ou plus denses en termes de fréquence, par exemple, ou en termes d'amplitude d'onde. Et je me demande si, du coup, les chants ou l'aspect vibratoire, justement, peut être un moyen d'entrer en relation avec ces corps subtils parce qu'ils vont être en résonance, que ce soit en termes de fréquence ou d'amplitude, avec certaines couches plus ou moins denses du corps. Voilà la correspondance que je peux voir. Et en tout cas, ça me fascine cette possibilité d'aller sur cette question de la vibration. Parce que justement, on a une analogie possible avec la science. Donc, c'est vraiment à creuser. Et à un extrême, je le cite ce soir parce que c'est quelqu'un qui a été important dans ma vie et dans les rencontres majeures, c'est Joël Sternheimer qui a décodé les protéodies, qui sont des traductions en mélodie musicale de protéines. Et quand on écoute ces sons, si cette protéodie nous correspond bien, on a immédiatement un effet bénéfique. Si par contre elle ne nous correspond pas, il l'arrête tout de suite parce que ça, c'est en inhibition ou en activation, ça peut avoir des effets vraiment sur la génétique. Et là, on est vraiment sur du travail du son, quoi, hein, travail de la vibration du son. Et en yoga, des protéines. Oui. En yoga, on fait des correspondances très fortes entre les différents chakras et les différents sons. Chaque chakra va correspondre à une syllabe et à une fréquence, à une couleur vibratoire aussi. Donc, s'il y a vraiment un lien entre les chakras et les corps subtils, il y a vraiment cette correspondance possible avec la vibration sonore. Ok, alors, on passe peut-être à une autre question. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, Mario a du mal à rester avec nous. Le pauvre, la connexion doit être difficile. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là pour nos intervenants ou pas? Ou des témoignages? Sinon, on va peut-être aller dans la question un peu du mystère des corps subtils. Si vous le voulez bien, on va faire un petit détour par Antoine. Est-ce que tu peux, Antoine, nous dire dans ce que tu as appris de tes séjours là-bas, quand tu as diété des plantes, de certains soins avec des patients, qu'est-ce que tu peux partager avec nous qui nous amène à, voilà, sinon à expérimenter, en tout cas à voyager avec ce qu'on vient déjà d'ouvrir? Alors, je pourrais évoquer des canaux énergétiques
qui ont été utilisés depuis fort longtemps, à l'époque précolombienne et peut-être encore avant. La plus vieille cité du Pérou date de plus de 5000 ans, elle s'appelle Caral. Il y a eu beaucoup de guérisseurs dans ces traditions, dans ces différentes civilisations, que ce soit les Moche, les pré-Incas, etc. On peut se connecter à des canaux énergétiques qui sont des canaux qui ont été très utilisés par ces guérisseurs, qui sont des canaux d'une fréquence vibratoire absolument extraordinaire. Quand on arrive à se connecter, c'est un peu comme des vortex, quand on arrive à se connecter à ces canaux, on peut faire un soin juste en posant le doigt sur un patient en quelques secondes. C'est tellement fort que voilà, et là on est vraiment dans ces connexions vibratoires qui sont d'une puissance absolument phénoménale. Voilà, que puis-je dire d'autre? Peut-être aussi, alors une dimension qui peut paraître étonnante pour des esprits très rationnels, c'est tout ce travail de guérison que tu fais à distance. Là, tu dis, tu poses un doigt, mais il y a aussi tout ce qui se fait à des centaines, voire des milliers de kilomètres sur les plans subtils. Tu peux prendre un exemple? Alors, les kilomètres, évidemment, n'ont rien à voir que le patient soit à 15 000 km ou à 5 km de la maison, ça ne change rien. Voilà, par contre, ça demande un gros travail d'attention. Il faut être extrêmement centré quand on fait un soin à distance pour ne pas être parasité. Et une chose très intéressante, lors du premier confinement, alors qu'il n'y avait plus de circulation aérienne, j'avais remarqué que faire des soins à distance était beaucoup plus facile. C'est drôle que tu dis ça. Donc oui, la notion, évidemment, on n'est plus dans l'espace-temps quand on fait un soin à distance. On est dans le grand tout magnifique et magique. On se transporte, on va à la rencontre du patient et on va le soigner comme s'il était sur la table de soins. Tu lui parlerais de Théo? Je peux vous raconter une anecdote intéressante qui concerne un petit garçon. L'histoire a déjà une bonne quinzaine d'années, ça doit être un grand adolescent, voire plus. Donc, il s'appelle Théo et il s'était brûlé avec une tasse de thé que sa maman venait de faire, tasse de thé qui était en hauteur, Théo. Donc, ce petit garçon est hospitalisé à l'hôpital Trousseau, service des petits brûlés. Et sa maman, qui est une amie d'amis, je ne la connaissais absolument pas, me demande si je pouvais venir faire un soin à Trousseau le lendemain matin, ce que j'accepte bien évidemment. Et le soir même, avant d'aller à Trousseau, je fais un soin à distance sur ce petit bonhomme que je ne connaissais pas et j'utilise mon bâton de pluie pour couper le feu. Et pendant que je commence ce soin à distance, je suis pris d'une nausée absolument invraisemblable, comme si j'avais bu une bouteille de whisky en 2 minutes, et je me mets à vomir, excusez-moi, mais c'est intéressant. Et je savais que c'était en lien avec le soin, mais je n'avais pas encore l'explication. Le lendemain, je vais à Trousseau voir Théo, je lui fais un soin, c'était assez curieux, j'avais l'impression qu'il m'attendait. J'ai été très discret pour le soin parce qu'il partageait sa chambre avec un autre petit brûlé. Et donc, j'apprends en sortant de Trousseau par notre amie commune qu'en fait, la maman de Théo était anorexique et que le papa avait un gros penchant pour l'alcool. Voilà, donc j'avais l'explication de ce qui m'était arrivé la veille sur mon ivresse et mes vomissements.
En milieu de semaine, la maman m'a tenu au courant de l'état de Théo, qui était en attente de greffe. Et je me souviens, c'était un mercredi, elle était allée voir Théo à l'hôpital. Et en arrivant, les infirmières lui disent « Madame, est-ce que vous avez un bâton de pluie chez vous ?» Et la maman de Théo dit « Non, on n'a pas de bâton de pluie chez nous. » Et donc la maman de Théo demande pourquoi. Et Théo, en fait, ils avaient une petite activité dans la salle de musique à l'hôpital. Et il y avait un bâton de pluie. Et Théo a gardé le bâton de pluie pendant toute la séance. Il n'a pas voulu le passer à ses petits copains. Et il est sorti quelques jours après de l'hôpital sans avoir besoin d'être greffé. Voilà, j'adore cette histoire parce que je la trouve à la fois très jolie et parlante. Tout à fait. Elle ouvre sur plein de Et dimensions. elle ouvre sur plein de dimensions. Et en particulier sur comment, par où passe cette communication entre les êtres. Et la question de Brigitte, où sont ces corps subtils? Alors, on va... Merci. Merci. On va peut-être maintenant, j'ai envie de poser une question dans ce qu'on avait imaginé, que je ne me trompe pas. Il y a une question qui est posée par quelqu'un. Ah, génial. Merci. J'étais en train de regarder mes notes. Dans les soins à distance pour les brûlés, faites-vous une prière, quelle qu'elle soit. Merci, Tristan. Alors, je vais répondre en live et pas par écrit. Non, je ne travaille pas avec la prière. Ce qui n'empêche que parfois, je peux travailler avec des prières, mais en tout cas, pas pour couper le feu. J'utilise d'autres techniques. Donc, il est coupeur de feu. Oui, Je coupe le feu. Tu coupes le feu. Certains. Alors, ici, il y a un sujet qui est intéressant d'ailleurs. C'est les radio-oncologues Ah oui, qui t'envoient des patients quand il y a trop de douleur après les radiothérapies. absolument. Donc, il est coupeur de feu, mais tu n'utilises pas la prière. Mais tu utilises le chant. Non, même pas. Pas forcément, pour couper le feu, pas forcément. J'utilise parfois mon bâton de pluie. Il n'y a pas longtemps, j'ai soigné un zona oculaire en utilisant uniquement le bâton de pluie. Et je n'ai pas chanté. En fait, parce que le bâton de pluie émet des vibrations absolument incroyables. Et c'était à distance? Et c'était à distance. J'étais à Paris, le patient était à Lyon. On peut peut-être considérer qu'il y ait une prière, qu'il y ait un chant, un bâton de pluie ou apparemment rien, somme toute, c'est l'état de conscience et de recueillement de celui du guérisseur qui intervient. Donc, après tout, ça n'a pas forcément besoin d'être matérialisé oralement ou sonorement, je ne sais pas. Absolument. Le plus important, c'est l'intention qu'on va mettre dans le son. Alors, quand même, c'est clair, hein, on est tous très conscients de l'importance de l'intention et de sa clarté. Mais du coup, tu nous disais aussi en préparation qu'il y avait des règles du jeu très précises. Là-haut, avec tes intercesseurs. Tu peux nous en parler? Oui, alors il y a... C'est un peu comme une armée de vigiles qui sont là pour éviter tous les dérapages. C'est qui? Moi, je suis perdue là. Je suis perdue avec le public, je suis perdue. C'est qui ces intercesseurs? Alors, sont en général des esprits que j'ai rencontrés soit au travers des cérémonies rituelles en Amazonie, soit des esprits que j'ai rencontrés lors de méditation. Mais je les visualise tout à fait. Je pourrais, si je dessinais mieux, je pourrais les dessiner. Ils ont un aspect, chacun de leur. Oui, et ces intercesseurs, il y a des règles du jeu très... Ah oui, donc il y a des règles du jeu très strictes. La loyauté, hygiène, alors hygiène mentale, mais aussi hygiène physique. C'est que ça rigole pas là-haut. On ne fait pas n'importe quoi. On a intérêt à être bon élève,
parce que sinon on se perd. Donc il y a toute je l'appelle un peu l'armée des gardiens. C'est l'armée des gardiens de la pharmacie, voilà. Et tout un univers, en fait, tu es en train de nous dire, il y a tout un univers au-delà de notre monde. il y a tout un univers avec vraiment euh, des règles très strictes. Et il ne faut pas y déroger. Et voilà, il faut être des bons petits soldats, quoi. On n'a qu'à bien se tenir si on veut avoir des bons retours. Dans la tradition indienne, dans le Vedanta, les deux causes les plus de la perdition de l'homme, c'est le désir et l'ignorance. Et ça rencontre tout à fait ce que vous dites, Antoine. Oui. Parce que le désir peut toucher n'importe quelle sphère, mais il a quelque chose d'une volonté qui finalement va se substituer à la grâce. Et l'ignorance, ça va avec et ça touche aussi tous les domaines. Donc j'entends dans ce que vous dites quelque chose. Et par ailleurs, quand vous parlez des gardiens, tout à l'heure Laurence évoquait la tradition chrétienne. Alors judéo-chrétienne, dans le judaïsme, je ne sais pas comment ça marche, mais dans le christianisme, les prières pour les guérisons, il y a toute une kyrielle de saints qui véhiculent la prière jusqu'à Dieu, puisque eux-mêmes ne sont que des intercesseurs. C'est ça, c'est ça. Et moi, ça m'évoque aussi en yoga tous ces aspects de la discipline qui sont essentiels, notamment l'honnêteté, l'intégrité, la vérité, tout ça, qui sont des principes forts du yoga et qui sont des éléments essentiels pour libérer les couches, justement, pour aller vers plus de conscience, vers des corps plus subtils, du coup. Donc, c'est très cohérent, ouais. Alors, cette rigueur, mais tu m'as passé le bâton de parole là. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton expérience de yogi, en particulier sur le yoga du froid et le yoga des rêves? Oui, avec plaisir. Du coup, alors ça, c'est une tradition plutôt tibétaine et issue du bouddhisme tantrique. Mais bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Inde et du Tibet, c'est une origine très commune entre le yoga et le bouddhisme. Donc, on retrouve des principes très similaires au yoga. D'ailleurs, les bouddhistes tantriques s'appellent des yogis aussi. Et du coup, certains pratiquent le Tummo, donc qui est pratiqué au Tibet. C'est un yoga du froid qui est basé sur justement un corps subtil, qui est le corps alors, énergétique. Il l'appelle aussi le corps illusoire, qui est fait de rayonnement. Et donc, le principe, c'est de visualiser les canaux énergétiques, les chakras, mais aussi la circulation de l'énergie ou du prana à l'intérieur des canaux, et notamment les canaux principaux qui sont Ida, Pingala et la Sushumna. Sushumna étant le canal central à travers lequel passe la Kundalini notamment. Et donc, avec ces visualisations et des respirations assez intenses, on arrive à produire une chaleur qui permet de s'immerger dans l'eau glacée ou de sécher des serviettes par moins 40 degrés, de rester dans le froid et dans la neige. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que rien qu'avec ces pratiques, ces respirations et ces visualisations, on sent que le corps vraiment produit cette énergie. Et en tout cas, le mental est suffisamment présent et conscient. Disons que c'est obligatoire que le mental soit présent pour que ça fonctionne. Donc à la fois, c'est un test pour la méditation, parce qu'on ne peut pas le faire en ayant un esprit dispersé, sinon on a froid. Et en même temps, c'est un moyen vraiment de sentir l'existence de ces corps subtils, en fait. Et le yoga du rêve, c'est encore un peu différent. Là, je ne sais pas quel corps. Moi, je pense que du coup, là, c'est vraiment le corps. Il faudrait que je reprenne mon tableau, mais je dirais que c'est un corps encore plus subtil, plutôt vers le corps causal ou le corps du mental aussi. Et on est sur les émotions, donc dans les rêves, on sait qu'on est sur ce corps mental et imaginaire, mais peut-être même aussi au-delà. Et là, l'idée, c'est de travailler sur cette capacité à être lucide pendant le sommeil, pendant les rêves, pouvoir contrôler ses rêves et du coup avoir un esprit beaucoup plus vigilant et beaucoup plus conscient. Et après, de transposer cette possibilité-là dans la vie quotidienne.
Et c'est un outil extraordinaire. Enfin, moi, j'ai été fascinée par cet outil-là. Déjà parce qu'on peut pratiquer la nuit, donc ça, c'est pratique, ça ne prend pas trop de temps en journée. Et en plus parce que, on peut s'entraîner, en fait, à voir la vie comme un rêve et à pouvoir du coup, transformer sa vie aussi, de la même manière qu'on peut transformer un rêve. Mais par contre, c'est difficile. Enfin, moi, j'en suis qu'au balbutiement et je sais qu'il y a des étapes après, même pour aller plus loin dans tout ce qui est, sur le être conscient pendant le sommeil profond. Et là, c'est un niveau de conscience beaucoup plus subtil parce qu'on n'a plus de support, imaginaire ou, pour poser le mental, en fait. Donc on est confronté à la conscience pure dans ces cas-là et ça, c'est une grande expérience que je n'ai pas encore vécue, que j'aimerais bien vivre. Ça demande du boulot, de la pratique. Voilà, mais du coup, c'est vrai que c'est un moyen de pouvoir percevoir ces différents corps à travers ces pratiques-là. On t'invitera, Sabine, à nos séminaires qui sont des temps de méditation active avec les sons émissing parce que une des pratiques centrales, c'est justement l'expérience des rêves lucides et d'interagir sur le corps du rêve avec sa conscience alors qu'on est dans un état de sommeil. Je pense que ça t'intéressera. Bah, c'est d'autant plus intéressant que moi, je me suis formée avec la pratique tibétaine qui fait, référence à des symboles, issus de la culture tibétaine, des déités et cetera, qui sont difficiles pour, en tout cas pour une Française comme moi, à s'approprier. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des questions, dans le Oui, il y a deux questions, exactement. Il y a une question, qu'est-ce qui fait le soin? Est-ce que c'est simplement par l'intention? Et puis une autre question, comme Antoine, trois questions. Tu situes la magie noire, ces gardiens dont tu parles, est-ce qu'ils seraient bypassés? Et enfin, une troisième question qui est clairement pour Sabine, que formes-tu au yoga du rêve? Alors, déjà, sur l'intention, juste là, j'insiste pour la personne qui a posé la question, il y a un très joli livre dont le titre est moyen, mais le livre est tout à fait à la hauteur de ce qu'on peut en espérer, en fait, qui s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Donc le titre, il est un peu voilà, marketing, hein, mais en réalité, c'est vraiment toute cette question de l'intention et de la subtilité de qu'est-ce que c'est qu'avoir une intention particulière et quels sont les mécanismes qui sont associés à l'intention, qui n'est pas de la volonté, qui n'est pas de l'emprise, qui n'est pas qui est vraiment tout un travail extrêmement fin. Donc un livre que je recommande. Mais par ailleurs, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je crois que tu as dit le principal. Par contre, je répondrai bien à la question suivante concernant la magie noire. Lors de mes nombreuses expériences en Amazonie péruvienne, j'ai dû faire une bonne vingtaine de retraites d'un mois chaque fois là-bas. Lors d'un de mes séjours, c'était tout à fait bluffant. Les breuvages qu'on absorbe là-bas sont plutôt psychoactifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lors d'un de mes voyages, à chaque début de cérémonie, le mal me disait « Mais tu ne veux pas venir voir du côté obscur des choses ?» Alors je dis « Ouais, je suis un grand garçon, je vais quand même aller voir le côté. » Et justement, ça fait un peu bizarre. Est-ce que voilà, de fermer votre... Je vais le faire d'ailleurs, de fermer les micros. Voilà. Continue, Antoine. Reprends ton fil. Et donc, lors de chaque cérémonie, c'était la même chose. Viens voir du côté obscur des choses, il y a des choses très intéressantes. Donc, au début, comme j'ai dit précédemment, je me suis dit, oh, c'est intéressant d'aller voir. Mais très vite, je me suis dit, non, ce n'était pas possible. J'allais visiter ce qu'on peut appeler des inframondes, donc des endroits plus que glauques, absolument épouvantables. Puis, de toute façon, moi, j'ai évidemment pas voulu aller du côté de la magie noire. Mais pendant tous ces jours, à chaque cérémonie, c'est-à-dire 2 fois par semaine, j'avais la même... En fait, on essayait de me tester, je pense. La plante, comme on dit, le breuvage, a essayé de me tester, voir si je voulais aller du côté obscur des choses ou si je voulais rester le Antoine que je suis, plutôt du côté lumineux des choses.
Mais la tentation n'a pas été forte. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, la magie noire, ça existe. Ça existe. Je sais que les guérisseurs entre eux en Amazonie, parfois, se font des guéguerres à distance. Et j'ai pu visualiser certains fétiches qu'ils utilisent, des petites flèches empoisonnées. Là, on est complètement dans un monde virtuel. C'est du métaverse. C'est du métaverse. Alexandre, est-ce que c'est du métaverse? J'ai vu qu'Alexandre était là. Non, je ne crois pas, moi. Je crois que c'est un monde réel. Hein. Mais je crois que c'est un monde réel. C'est un monde réel. Et il y a des guérisseurs en Amérique du Sud qui sont spécialisés dans la magie noire. Donc, il y a des tas de gens qui vont les consulter pour des mauvaises choses, mais jusqu'à des demandes de mort. Alors, on a un commentaire de Momo qui dit « Cela me fait écho aux sorties astrales que j'ai vécues plusieurs fois, assez déroutant. » C'est vrai qu'on n'a pas voulu axer sur les sorties hors du corps. On a préféré être avec nos experts sur cette question des corps subtils, mais évidemment, on parle aussi de ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup cette question, parce que du coup, je me suis demandé dans les sorties hors du corps, quel corps subtil est concerné. C'est ça. Donc, je pense, mais j'en suis pas sûre, qu'a priori, ce serait la couche mentale ou causale, astrale, parce qu'on parle de voyages astraux. Mais ça, j'aimerais bien le préciser. Du coup, si ceux qui l'ont vécu peuvent nous donner leur avis, ça m'intéresse. Mais moi, je poserais la question dans le groupe des thérapeutes et des expérimentateurs de l'Institut Monroe. Je pense qu'il doit y avoir des gens qui ont étudié, parce qu'il y en a qui sont des yogis, tu vois, donc qui ont étudié la correspondance entre leurs expériences. Moi, j'ai étudié la correspondance entre l'expérience et la traduction sur l'électroencéphalogramme, donc côté de la science. Mais je pense que du côté des corps subtils, je vais poser la question. Alexandra nous fait un commentaire. Il m'est arrivé il y a 3 semaines, je me suis réveillée en état modifié de conscience. Ce n'était pas un rêve. J'étais dans un autre endroit en train de faire une danse primitive avec 2 bâtons en bois dans chaque main. J'avais conscience de tout. J'ai envie de poser la question, ça a duré combien de temps? Quelle a été la durée, la rémanence dans la journée de cette expérience? Je dis pas rêve, de cette expérience. La question que je pose à Alexandra, qui, elle, nous pose une question. On peut être à plusieurs endroits en même temps. Alors, en même temps, Brigitte, ou dans plusieurs endroits, l'espace, Sabine, et toi, Antoine, allez, qui veut… Nous vivons dans un espace à 3 dimensions, mais c'est notre perception. Mais les physiciens ont depuis longtemps établi qu'il y avait beaucoup plus de dimensions que celle-ci. Donc, notre conscience étant limitée, nous limitons à ce que nous vivons au quotidien, mais une baisse de cette vigilance mutilante peut très bien nous propulser dans d'autres dimensions. J'adore le concept de vigilance mutilante, Brigitte. J'adore, je vais la ressortir. Si vous voulez. Et moi, je dirais sur l'espace que si on rejoint cette théorie des corps subtils, on peut avoir un corps à un endroit et un autre corps dans un autre. Le corps physique à un endroit et un corps plus subtil dans un autre endroit, puisque les couches ne sont pas forcément au même endroit. Alors, est-ce que vous verriez, Sabine, le corps physique donc dans son lit, le corps éthérique dans la cuisine, et puis le corps spirituel ou le corps causal au grenier? Pas au grenier, mais en train de soigner quelqu'un. Eh oui. Oui, ou alors partout, peut-être que le corps spirituel, il est un peu partout quand même. Oui. Nous sommes dimensionnels. Oui. Ça expliquerait peut-être le fait qu'on puisse être à un endroit et guérir à distance quelqu'un qui est à des centaines de kilomètres. Parce qu'au fond,
j'ai fait un raccourci en disant, oui, c'est le sujet de la physique quantique, dit Sylvie, bien sûr, Oui. en disant que l'information voilà, est transmettait par les champs subtils, mais au fond, est-ce que c'est du corps, le corps du thérapeute? Parce que quand on récupère des symptômes, c'est bien dans notre corps physique à nous aussi. Hein. Mais de toute façon, même, et sans parler de thérapie, mais la télépathie, Alors, c'est quelque chose de cet ordre-là. absolument. Et ça, c'est une expérience qu'on fait quotidiennement. Et toutes les expériences que Jung classait dans la synchronicité sont le signe que, bon, je suis assise à telle heure dans telle pièce de chez moi, mais qu'en fait, je suis alors connectée, je ne sais comment, mais en tout cas, je suis bien ailleurs aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui, moi, j'ai pu expérimenter ça en étant au Pérou, dans la forêt amazonienne, et venir voir ce qui On ne s'entend plus, là, Antoine. en Paris, à l'époque où j'habitais Paris. Ben, alors, on peut parler de télépathie, quoi, mais... On n'entend pas Brigitte. On n'a pas entendu ce que disait Antoine, c'était entrecoupé. D'accord. Donc, je disais que j'ai eu l'occasion d'expérimenter à plusieurs reprises le fait d'être à 12 000 km de Paris, à l'époque où j'habitais encore Paris, j'étais en Amazonie, et je venais voir ce qui se passait dans l'appartement, et je voyais exactement ce qui s'y passait, et je ne me trompais pas. Et j'avais le jour, l'heure, la date, les amis qui dînaient à la maison, alors que je n'étais pas là. J'aurais pu aller regarder dans les assiettes ce qu'il y avait, mais j'aurais dû le faire, mais je n'ai pas pensé à le faire sur le coup. Alors, une fois, je l'ai fait à titre d'expérience, mais parfois, ça m'arrivait aussi de me délocaliser sans en avoir la volonté et de me retrouver voilà, 12 000 km de chez moi, mais chez moi. Et donc, oui, c'est absolument passionnant. Mais je ne connais pas les mécanismes qui favorisent ces états, mais ils existent. Mais ils existent. Ils existent. Alors, juste, puisque Momo poursuit sur son expérience, il y a 2 personnes derrière cet écran, peut-être même 3, ce soir, qui sont intéressées pour poursuivre la conversation avec vous, Momo, en particulier, peut-être explorer d'un point de vue microphénoménologique quelle a été cette expérience. Donc, je cite Sabine et moi, déjà. Oui, on cherche des candidats ayant vécu cette expérience pour faire des entretiens microphénoménologiques. Voilà, donc Bobo, voilà, si vous le souhaitez, ben, vous nous envoyez un mail et puis voilà, on se reparle. N'est-ce pas, Sabine? Tout à fait, avec plaisir. Alors, même Antoine, hein, puisque du coup, il pourrait être sujet d'un entretien aussi. Ah bah oui, bah oui, oui. Alors, on a aussi Tristan qui nous dit c'est le principe de la bilocation, dont il existe de très nombreux exemples chez les mystiques catholiques, bien sûr, avec Yvonne Aimée de Maestroite, qui en est une figure exceptionnelle. Il y a eu aussi une question plus haut qui n'a pas été traitée, c'est Ambre qui demande où je me forme au yoga du rêve. Oui, exact, c'est pour donc, toi. Du coup, alors moi, ce que je disais, c'était dans la tradition tibétaine, donc c'est avec Tenzing Wangyal Rinpoche, qui a écrit un livre qui s'appelle Le yoga tibétain du rêve et du sommeil, un super bouquin que je conseille. Et il propose des retraites en ligne, ça dure 1 mois, voilà, et on peut échanger avec lui, donc c'est chouette. Mais en sinon, anglais, du coup, en français? c'est en anglais, ouais. Mais alors, du coup, avec les sons hémisync, ça, c'est aussi possible finalement. Laurence, tu peux en parler? Oui. Oui. Bah, c'est ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais. Je t'ai dit que je t'invitais à bien faire l'expérience. Oui, pour toute personne qui a envie d'avoir un accélérateur de changement de plan de conscience, ce sont des expériences assez uniques, puisqu'en 4 jours, par les sons qui synchronisent les 2 hémisphères cérébraux avec des trames sonores, des paquets de trames sonores un peu spécifiques,
les personnes peuvent aller dans des états de conscience qu'il faut de nombreuses années de pratique de méditation pour atteindre. Donc, c'est vraiment dans un temps un peu limité, c'est du résidentiel, hein, c'est de pouvoir déployer sa conscience dans plusieurs dimensions. Enfin, je pense que tu peux en parler, Antoine, parce que ça a été une expérience un peu initiale, forte, comme pour moi d'ailleurs, c'est pour ça qu'après j'ai voulu partager. Donc oui, c'est aussi des pratiques où là, la technologie est facilitatrice. Ce n'est pas les trames sonores qui font l'activité cérébrale, c'est le cerveau qui réagit à ces trames sonores, je précise. Alors, on est pas loin de la fin. Il y avait quand même encore quelques questions. Une question que vous n'aimez pas, messieurs, dames, mais je la pose quand même. C'est la question du corps arc-en-ciel. C'est-à-dire, le corps arc-en-ciel étant, après tout, vas-y Sabine. D'accord. Bon, dans la tradition tibétaine, il est dit et il a été observé que à leur mort, certains grands yogis pouvaient rester un long moment avec un corps qui ne périssait pas et puis qui à un moment devenait lumière, des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on appelle ça le corps arc-en-ciel et que ça disparaissait comme ça et que ça devenait juste de la vibration lumineuse. Mais ça, c'était donc ceux qui maîtrisaient beaucoup. Moi, j'en ai pas vu, mais je sais qu'il y a des recherches qui sont faites avec des neuroscientifiques. Mais c'est pas évident d'être là pile au moment pour pouvoir mesurer avec les appareils, donc c'est pas simple à mesurer. Mais en tout cas, dans toute la tradition du yoga, il y a beaucoup d'évocation de ces pouvoirs, en tout cas ces compétences acquises grâce à la méditation. Donc ça peut être ça, mais ça peut être effectivement la capacité d'être à 2 endroits en même temps, la télépathie. Tout ça, c'est évoqué en fait depuis très longtemps dans les traditions indiennes. Donc voilà, moi je connais pas, d'accord, je ne l'ai pas vécu, donc je peux pas en parler. Mais si Si d'autres tu veulent en l'avais vécu, parler. tu ne pourrais pas nous en parler d'ailleurs. Hein. Ou peut-être dans une autre vie, je ne sais pas. Pas que non, sinon je ne serais pas là pour en Tu parler. n'es pas là Justement. pour en parler. Brigitte, Brigitte. Que dire alors? Moi, je suis en train de penser que, sans doute, le problème du corps, et là, je pourrais revenir à ce que cherchait Sri Aurobindo, puisque sa conception qui est éminemment tantrique, c'est que la conscience elle est dans le corps, à tous les niveaux, dans la matière la plus lourde, comme dans la tête et dans l'esprit. Cette conscience est entravée par la lourdeur justement matérielle, et puis aussi par ce qu'ils appellent les mémoires, c'est-à-dire ces réminiscences c'est la théorie du karma en Inde, ces réminiscences de nos actes passés ou bien de nos actes d'autres vies, des traces aussi des lignées auxquelles nous appartenons et de l'humanité, et que le travail est d'aller dégager, dépouiller ces mémoires justement pour pouvoir comme dissiper un brouillard et accéder à cette conscience lumineuse qui se trouve même au plus profond de la cellule. À ce moment-là, pour lui, le problème de la mort n'existe plus. Et c'est ce que sa compagne a essayé de faire, avec notamment, et je reviens parce que je l'ai évoqué l'autre jour, avec notamment sa récitation de mantra en permanence, et ce qui veut dire une vibration sonore qui est censée éclairer et connecter à la conscience, à l'atome de conscience qui se trouve dans chaque cellule. Je vais quand même compléter par rapport au corps arc-en-ciel, parce que tout à l'heure j'ai parlé du yoga du froid et du yoga du rêve. Dans les 6 yogas de Naropa, il y a également le yoga de la mort. Et chacun de ces 3 yogas que j'ai cités est lié à un corps. Donc le yoga du froid est lié au corps illusoire, le yoga du rêve est lié à la claire lumière, et le yoga de la mort est lié au corps arc-en-ciel. Et donc en fait, il s'intéresse au bardo, c'est-à-dire au passage, et donc ce passage vers la mort à travers un non-travail
qui a été fait pendant la vie, justement, comme le dit Brigitte, pour nettoyer ces traces, ces samskaras, ces empreintes, par la conscience et par aussi tout ce qu'évoquait tout à l'heure Antoine, en fait, comportement dans la vie. Tout ça, normalement, au moment de la mort, on devrait pouvoir être conscient et choisir dans quel monde, en fait, on va. C'est ce principe-là. Et on doit pouvoir choisir, si on choisit bien, si on est assez conscient, on peut justement aller dans ce corps arc-en-ciel. Et c'est C'est là vraiment aussi. intéressant parce qu'on rejoint. Pardon, oui, vas-y. Oui, allez-y. Allez-y. Alors, j'allais dire que c'est là, à ce moment-là, qu'on Je dis, choisit. on rejoint dans ce que vous dites. On rejoint dans ce que vous dites toutes les deux la notion de vibration. Parce que yoga, c'est le souffle, mais avec les mantras de mer, on est bien dans la vibration. La vibration qu'on retrouve dans certains bouddhismes, y compris le bouddhisme de Nichiren, qui va brûler du karma, qui va permettre à cette claire conscience de se révéler, de s'exprimer. On revient au début, hein, c'est intéressant. Alors, peut-être on lit quelques questions de Camille, qui est un témoignage. Peut-être l'une d'entre vous pourra avoir une résonance plus qu'une explication, parce que l'explication, c'est peut-être toujours ambigu, mais parfois j'ai l'impression de voir des mouvements énergétiques tout autour de moi et dans la pièce, avec des densités et des masses plus ou moins sombres. Connaissez-vous cela ? J'ai parfois l'impression que ce sont des masses d'énergie dans mes corps subtils ou bien des masses dans une autre dimension. Avez-vous une explication, j'allais dire, ou une expérience? Oui. Vas-y. C'est très compliqué de répondre à ça. Je suis un peu sec sur la réponse. Ok, alors moi, juste un témoignage. C'est des expériences vécues. C'est des expériences vécues aussi avec des personnes disparues. Et en particulier, moi, j'ai été très frappée de la présence des défunts de ma famille au moment du confinement. J'ai eu vraiment des moments où il y avait des déplacements de présence et qui étaient des personnes de ma famille, et je sentais ça comme une présence bienveillante. Alors, une explication, je ne saurais pas dire. Ça, c'est ma résonance. Mesdames? Alors, moi, je dirais que ça me fait penser à un texte que j'ai découvert l'an dernier, qui est d'un évêque. Et ça n'est donc pas négligeable, parce que nous avons beaucoup parlé de traditions exotiques, et finalement, nous sommes quand même, les Occidentaux sont des judéo-chrétiens, hein, avec Aristote qui est passé par là et qui nous a coupé un peu les ailes de l'imagination. Cet évêque du 19e, et qui n'était pas censuré, hein, qui disait nous croyons, quand nous pensons à nos morts, nous croyons qu'ils sont partis. Mais en fait, c'est parce que nous avons une vue trop courte et que nous ne les voyons pas. Ils sont là et eux nous regardent de leurs grands yeux et parfois ils nous bénissent ou ils nous sourient. Simplement, nous ne pouvons pas les voir. Et je dis ça parce que pour moi, c'était un unicum dans la tradition. Enfin, j'en connaissais pas d'autres. Mais par ailleurs, il n'a jamais été sanctionné, excommunié, chassé de son évêché, hein. Donc ça figure dans les missels. Donc c'était largement diffusé. Donc il y a aussi une partie de nos expériences que nous avons, sciemment ou non, mutilées, mises sous le tapis, sans qu'on sache pourquoi. Peut-être parce que la science n'étant pas en mesure de les expliquer, on doutait de leur authenticité. C'est ça. Merci de cet écho. Moi, j'apprécie beaucoup parce que ça me parle tout à fait. Dernière question peut-être de Roberto, commentaire, très joli commentaire, qui est d'ailleurs peut-être une invitation à nos conclusions. Bonsoir, j'ai moi aussi fait plusieurs séjours en Amazonie péruvienne à diéter certaines plantes. Ma conclusion a été, aussi utopique puisse-t-elle paraître, l'amour est né bien avant la matière.
Voilà, c'est intéressant sur la nature de la conscience, la nature du réel et, voilà, et la nature de la naissance. D'ailleurs, ça me permet de demander à Damien s'il est encore là. Est-ce que naissance il y a dans la matière et dans notre monde? Est-ce qu'il est arrivé, ce petit? Je crois que Damien est toujours là. Pas sûr. Alors, je vais vous demander, d'abord, je vous remercie énormément parce que je trouve que c'était riche et passionnant. Est-ce que je peux vous demander, voilà, de prendre une minute, quoi, pour réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'auriez pas eu encore le temps de dire et de partager avec les gens qui nous écoutent. Une idée, une pensée, un ressenti. Ah, Damien nous dit pas encore pour cet enfant qui se fait attendre. Nous t'attendons, petit. Mais amour, il y a déjà, dit-il. C'est ça, exactement. Il est bien avant la matière. Moi, je veux bien commencer. Alors, du coup, je voudrais plutôt partager une expérience à faire pour chacun pour explorer les différents corps subtils. Peut-être regarder l'ordinateur qu'il y a devant vous et considérer la couche matérielle de cet ordinateur comme la première enveloppe matérielle, les 5 éléments. Et puis après, regarder la personne qui regarde cet ordinateur, qui est vous, et vous dire que là, vous commencez à arriver vers un peu plus de subtilité puisque vous êtes en train de regarder l'ordinateur, vous percevez la vibration lumineuse, sonore. Et puis après, regardez-vous en train de vous regarder, en train de regarder l'ordinateur. Donc, être le témoin de celui qui regarde. Donc là, on va vers un corps un peu plus subtil encore. Et puis, reculer encore un petit peu plus large, ouvrir l'espace, ouvrir la conscience de qu'est-ce qui observe encore. Et en fait, en reculant dans cette observation, on peut peut-être aller vers plus de subtilité et retrouver cette conscience pure, moins entravée. Voilà, celle qui voit tout, celle qui est amour, justement, pour conclure. Tout à fait intéressant, Sabine. Oui. Je craignais que vous nous suggériez d'ouvrir l'ordinateur pour voir ce qu'il y avait dedans. Ça peut être une option. Donc, moi, je voudrais vous remercier tous les trois. Merci à Laurence de nous avoir donné un espace pour parler de choses dont on ne parle pas. Parce que finalement, on a côtoyé des sujets qui sont dans notre société un peu tabous, voire ou simplement farfelus. Et je crois que ces sujets-là méritent vraiment un intérêt et une ouverture. Et ce qui me vient maintenant, c'est de me dire que ce que nous avons le plus à travailler, c'est l'ouverture. Après, tout est possible, mais simplement croyons-le et cherchons-le ou accueillons-le. Voilà. Merci, Brigitte. Oui, merci beaucoup. Antoine, moi, je voudrais juste dire que ce qu'on a peut-être tous à faire, c'est pas forcément d'essayer d'aller sur la plus haute branche, mais d'aller sur celle qui nous offre le panorama le plus élargi, le plus dégagé. J'arrêterai là. Bravo. Tu sais, ça me fait penser à l'histoire, juste une incise de la personne qui m'a fait découvrir les sons émissibles, qui s'appelle Sylvestre Gorniac, et qui, pour nous faire comprendre comment fonctionnait la conscience, il disait, alors, vous êtes un moustique sur la patte d'un éléphant, et alors vous passez votre vie à regarder cette partie-là, vous en connaissez parfaitement tous les détails, voilà, puis c'est votre réalité, puis il y a un coup de vent, et puis le moustique est soulevé, et il dit, ah, il y a un truc plus grand, c'est une patte. Puis il est encore soulevé, ah, il y a tout un corps. Puis encore soulevé, il y a plein d'éléphants. Ah, puis il y a une forêt. Voilà. Et ça me fait penser à ça, ce que tu dis. C'est ça, oui. Mettre dans la perspective qui nous
qui nous élargit le plus le cœur. Alors, moi, je voudrais conclure en vous remerciant tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont échangé avec nous, et puis vous trois, tout particulièrement, et peut-être ouvrir un espoir. C'est-à-dire que ce soir, on n'a pas parlé de physique quantique, on n'est pas allé sur ce terrain qui est un terrain que je trouve délicat pour ma part, parce que je crois, avec humilité, il faut parler de ce qu'on connaît et pas trop s'aventurer sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc là, on est resté vraiment dans des champs d'expérience et de connaissances précis de chacun d'entre vous. Et il y a quelque chose qui me réjouit, c'est le lien qui est en train de se faire entre les sciences pures et dures médicales, entre la dimension spirituelle de l'appréhension du monde en médecine traditionnelle. Et là, je vais honorer un endroit qui s'appelle l'Institut Raphaël, qui vient de créer la première chaire de médecine intégrative où, autour du combat contre une maladie, mais ils vont étendre à d'autres maladies chroniques, en l'occurrence, c'est parti sur le cancer, eh bien, on voit se conjuguer des approches subtiles et des approches classiques médicales. Donc des thérapeutes, des oncologues, des oncoradiologues, mais aussi de la sophrologie, mais aussi du yoga, mais aussi de l'acupuncture, mais aussi toutes sortes d'approches qui sont beaucoup plus subtiles et tout ceci au service du vivant du patient. Donc, il me semble qu'on est en même temps, quand on parle de ces corps subtils, on est en train d'arriver dans un monde, je l'espère, hein, comme l'a dit très justement Brigitte, où on ne sera plus dans du jugement et de la fermeture et du regard de quant à soi, mais quelque chose qui respire, qui vient, comme les corps subtils, se rencontrer, se croiser au service du vivant. En tout cas, j'espère que c'était ce que vous avez un peu reçu, et en tout cas, vous, beaucoup donné ce soir. Donc, merci. Il y aura un replay. Là, c'est Damien, quand il aura accouché, qui va nous dire comment y avoir accès. Et puis, Momo, vous le savez, ben voilà, si vous avez envie de revenir vers vous, vous pouvez, ainsi que tous les autres. Merci à toutes et à tous et passez une très, très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.